Allez, je pense que nous avons tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire qui va mixer les expertises sociologiques de l'Institut Sociovision et santé de l'Institut A+A. Autour de moi, aujourd'hui, je vous présente Lise Brunet. Bonjour à tous. Ainsi que Rémi Oudguéry. Bonjour. Tous deux sociologues chez Sociovision. Et Rose-Marie Carnero. Bonjour. Et moi-même, Nadège Meillet, nous sommes toutes les deux directrices des Business Units chez A+A. Notre intervention aujourd'hui concerne les Français et leur santé. Nous allons vous présenter 7 paradoxes et vous allez voir que ces Français se situent entre fierté et défiance par rapport à ce sujet. Bon webinaire. Alors effectivement, nous allons nous appuyer sur les résultats de notre enquête annuelle et on va partager avec vous un certain nombre d'observations que nous avons faites depuis maintenant 2 ans que dure la pandémie. Et vous allez le voir, ça nous permet de jeter un regard à la fois éclairant, stimulant sur un certain nombre d'évolutions et notamment sur le rapport que la population entretient avec sa propre santé et avec la santé plus généralement. Alors, un mot sur cette grande enquête annuelle, c'est l'Observatoire France de Sociovision. C'est une étude qu'on fait chaque année depuis maintenant de très très longues années, puisque ça remonte à 1975. Alors, on aura l'occasion en fin de présentation de revenir sur la méthodologie, mais sachez qu'on interroge 6000 personnes représentatives de la population âgée de 15 à 74 ans. Et cette année, la particularité, c'est que nous avons introduit un module santé que nous avons élaboré en collaboration avec les équipes d'A+A afin de croiser notre expertise sociologique et leur expertise sur la santé, sachant qu'on vit évidemment d'un point de vue sociologique un moment très important où la santé est devenue au fond le cœur des préoccupations et le cœur de l'action. Et donc, c'était d'autant plus intéressant que d'apporter un regard beaucoup plus approfondi que d'habitude sur cette thématique. Alors, on a partagé ces enseignements, on va regarder finalement les paradoxes, parce que vous et moi, depuis peut-être 2 ans, nous vivons une étrange séquence, et cette séquence, quand on l'observe de près, nous montre un certain nombre de paradoxes. Alors, on va commencer par le premier paradoxe. Le premier paradoxe, c'est que on s'aperçoit, quand on sonde les Français depuis 2 ans maintenant, qu'ils restent finalement très optimistes pour leur santé. Ce qui est assez surprenant quand on pense que depuis 2 ans, la France, mais pas seulement la France, l'Europe, le monde entier, finalement, une grande partie du monde a été mise à l'arrêt pour des raisons liées à la santé. Et rappelez-vous, les premiers mois de la pandémie ont été particulièrement anxiogènes. Nous étions assignés à résidence et puis beaucoup avaient peur. Il y a eu des comportements extrêmement anxieux qui se sont déroulés. Alors, il y a eu depuis plusieurs vagues, on s'est adapté à cette pandémie, mais néanmoins, depuis 2 ans, alors au début c'était les listes de décès qu'on annonçait chaque soir à la télévision, aujourd'hui c'est le nombre de contaminations, mais notre vie depuis 2 ans est rythmée par la santé et donc par une information qui, pour l'essentiel, même si à des moments donnés, il y a pu avoir des bonnes nouvelles, mais globalement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Et regardez les chiffres qu'on a mesurés en pleine pandémie. Eh bien, 78% des personnes interrogées sont optimistes pour leur santé et 81% sont optimistes pour la santé de leurs proches. Il y a donc un décalage finalement, parce que ces chiffres sont quand même très, très élevés, un décalage au fond entre l'état de la société tel qu'elle est relayée par les médias ou les réseaux sociaux et qui est plutôt un état depuis 2 ans qui est quand même, même s'il y a des hauts et des bas, mais qui est quand même globalement un climat négatif, et puis finalement les personnes qu'on interroge qui, dans leur grande majorité, sont très optimistes. Et la raison vient que, et c'est encore une forme de paradoxe, quand on leur demande finalement de se projeter sur les 12 prochains mois, et ça, cette enquête a été faite le l'an dernier, enfin, c'est ce point de mesure, on leur demande s'ils sont optimistes ou pessimistes. Si on regarde les sujets qui les rendent pessimistes, prenons d'abord 2020, on s'aperçoit que le premier sujet de préoccupation en 2020, au plein cœur, première année de la pandémie, c'est la situation financière. Puis c'est le travail, la vie professionnelle, puis ce sont les projets personnels, puis c'est la vie amoureuse, puis c'est la vie sociale. Et on trouve seulement en 6e position
la santé des proches, puis notre propre santé en 7e position. Même exercice réalisé un an plus tard, en 2021, nous sommes toujours en période de pandémie, même si, encore une fois, on s'est adapté à beaucoup de choses. De nouveau, la hiérarchie est légèrement différente. Vous noterez que la vie amoureuse est plus préoccupante en 2021 qu'en 2020, mais vous voyez que la santé reste basse, on perd même 2 points. Et ce paradoxe, donc, c'est finalement, dans cette pandémie, ce que les gens ont redouté le plus, c'est davantage lié à leur situation financière ou à leur emploi qu'à la santé proprement dit. Et qu'est-ce que nous dit ce décalage? Eh bien, il nous dit, rappelez-vous ce que Emmanuel Macron avait dit au tout début de la pandémie, il avait déclaré que la France était en guerre contre le virus. Eh bien, on pourrait dire aujourd'hui, après 2 ans, que c'est une drôle de guerre, à l'image du début de la Deuxième Guerre mondiale. Une drôle de guerre, pourquoi? Parce qu'on est en guerre, mais en réalité, on le voit bien, beaucoup de gens, finalement, n'ont pas été nécessairement très affectés ou pas affectés par la santé. Et donc, ça nous dit finalement que depuis 2 ans, nous vivons une étrange période où le sujet de la santé, certes, est omniprésent, mais il n'a pas du tout effacé. Au contraire, il a plutôt eu tendance à accentuer les autres sujets. Alors, cette hiérarchie, elle est... Ah, il y a un petit problème d'écho. Cette hiérarchie, elle est celle de personnes qui se déclarent en bonne santé. On va le voir dans quelques instants. Mais c'est intéressant parce que nous, dans nos études, quand on parle aux personnes qui sont plutôt malades, et notamment les personnes qui ont eu la malchance de se voir diagnostiquer une maladie grave, on s'aperçoit à quel point la santé devient la préoccupation majeure et elle vient complètement bouleverser cette hiérarchie. Elle prend le pas sur tout et elle marque un arrêt très profond de tous les projets, de tout ce qui va concerner la vie professionnelle, familiale. Et ce décalage-là, il est aussi très important parce que ce qu'on voit là, c'est le regard de personnes qui sont en bonne santé. Mais c'est vrai que dès lors qu'on est malade, on va voir à quel point la santé devient le centre de notre univers personnel et à quel point ça vient profondément bouleverser tout ce qui va concerner notre vie quotidienne. Et ça, les malades que l'on interroge, c'est toujours le même type de discours. C'est vraiment cet arrêt très brutal quand on vous diagnostique notamment, bien évidemment, un cancer, par exemple, où tout le reste s'arrête de tourner et vraiment, c'est cette mise à l'arrêt de sa vie qui va entraîner, vous l'imaginez bien, énormément d'anxiété, en fait. Voilà, donc c'est donc le décalage entre finalement le monde de la maladie qui est évidemment terrible et puis finalement une grande partie de la population qui reste optimiste. Alors, il y a un deuxième paradoxe qui d'une certaine manière permet d'expliquer ce premier paradoxe dont je viens de parler, c'est qu'on va voir les Français finalement quand on les interroge, ils se considèrent en bonne santé, d'où leur optimisme. Mais vous allez voir qu'en réalité, ils ne sont pas en si bonne santé qu'ils le disent. Alors pourquoi je dis ça? D'abord, quand on leur pose la question et qu'on leur demande de décrire leur état de santé, comme vous le voyez à l'écran, l'écrasante majorité se déclarent en bonne santé. Alors évidemment, il y a des nuances. Il y a ceux qui sont en très bonne santé, 21%, ceux qui, c'est le chiffre le plus important, sont en bonne santé, et puis ceux qui sont en assez bonne santé. Mais vous voyez quand même que le nombre de gens qui se déclarent en mauvaise santé est très faible. En fait, quand on creuse, on s'aperçoit, et quand on demande aux gens le type de pathologie, le type de maladie, les problèmes de santé qui souffrent, on s'aperçoit que les chiffres sont quand même nettement plus élevés. Si on prend déjà, on avait avec A+A élaboré une longue liste, les 5 premières pathologies qui concernent quand même énormément de gens, un tiers, c'est les douleurs musculaires ou articulaires, le mal de dos, qui est un marronnier des médias depuis des années. On comprend pourquoi. Stress et anxiété, un tiers de la population française en souffre. Les troubles du sommeil, un quart de la population a du mal à dormir, à trouver le sommeil. Un quart de la population est fatiguée. Et puis, également, un Français sur 5 dit souffrir de surpoids. Je vais vous montrer maintenant la même liste, mais simplement avec l'ensemble des pathologies qu'on mesure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, bien sûr, mais en revanche, je vais m'attarder sur un chiffre, c'est le dernier chiffre, il est en rouge sur le tableau, ce sont ces fameux 17%. 17% disent « non, je ne souffre, je n'ai pas souffert de pathologie particulière ». 17%.
Donc, ça veut dire que 83% des gens, en réalité, sont affectés. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai décalage entre, d'un côté, une population qui s'estime en bonne santé, et puis la réalité qui est que, finalement, alors évidemment, chaque pathologie n'a pas les mêmes effets, n'a pas les mêmes impacts sur l'état de forme, on va dire, au quotidien. Mais néanmoins, ça montre quand même que beaucoup de gens, finalement, s'adaptent et ont des pathologies, mais sans nécessairement considérer que c'est si grave que ça. Alors, je voudrais vous donner un exemple qui va éclairer en fait très très bien ce phénomène. On pourrait presque parler finalement de cas d'école. C'est la question de l'obésité. Nous avons introduit cette année dans notre questionnaire des questions relatives à la taille et au poids. On a demandé la taille des gens, de chaque personne qu'on a interrogée, des 6000 personnes qu'on a interrogées, et puis également leur poids. Et puis, on a calculé après coup l'IMC, l'indice de masse corporelle, tel qu'il est défini par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'après, nous avons croisé ce que nous déclaraient les gens et puis la réalité de leur IMC. Et l'exercice est très éclairant. Pourquoi? Quand vous avez un IMC de 30 à 35, les spécialistes considèrent que vous avez une obésité modérée. Eh bien, seulement 20% des gens qui sont à cette échelle-là déclarent souffrir d'obésité. Donc, ça veut dire que concrètement, ils considèrent que probablement ils ont du surpoids, mais on n'est pas dans l'obésité. Si on va un cran plus loin, on prend les personnes qui ont une obésité dite sévère, donc un IMC entre 35 et 40, vous le voyez à l'écran, 63% déclarent souffrir d'obésité, donc là, il y a quand même une majorité qui sait qu'elle souffre d'obésité, mais vous avez quand même 37% qui sous-estiment ce risque. Et puis alors, quand vous allez encore plus haut, avec l'IMC de plus de 40, vous avez 79% des gens qui disent déclarer, enfin, qui souffrent d'obésité. Ça fait encore 21% qui ne s'y classent pas. Donc, on voit bien que ce décalage montre quelque chose d'intéressant et qui pourrait permettre d'expliquer le premier paradoxe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que finalement, on sous-estime ces risques-là. Et on a donc là, finalement, c'est un des enseignements de cette crise, un enjeu de santé publique majeur, c'est-à-dire que beaucoup de gens, finalement, minimisent les pathologies. Et donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut dire que probablement, en termes de prévention et notamment de consultation, eh bien, le geste est retardé. Puis, plus il est retardé, évidemment, et plus le mal est susceptible de s'aggraver. Donc là, il y a manifestement ce paradoxe nous éclaire sur une réalité de notre société. Alors, clairement, quand on mène nos études, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué dans plusieurs de nos études, que les Français ont tendance à se maigrir, entre guillemets, quand on leur demande leur taille et leur poids. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la littérature, aujourd'hui, nous, dans notre étude, on a 21% de personnes qui déclarent être en surpoids. Dans la littérature, on est autour de 30%. Dans notre échantillon, on a 9% qui se déclarent obèses. La littérature dit 17%. Donc, c'est quand même pas anodin, ces chiffres, ce décalage de chiffres, comme Rémi vient de l'expliquer. Et c'est notamment pas anodin quand nous, on travaille notamment sur des pathologies type diabète, où on a des personnes qui ne font pas nécessairement le lien entre la prise de poids qui s'installe au fil des années, par exemple, le développement du diabète. Donc, clairement, on est sur aujourd'hui des facteurs de risque, par exemple, qui sont peu connus, mal interprétés et qui font que, comme Rémi vient de l'expliquer, on a parfois un retard important au diagnostic, des personnes qui vont laisser peu à peu les maux s'installer et qui vont hésiter parce que pris dans le quotidien à consulter un médecin et qui parfois tombent des nues quand on leur annonce un diabète, une hypertension artérielle qui est élevée. Et on a constaté ça dans de nombreuses études. On n'a pas cette corrélation qui se fait entre le mode de vie et l'impact du mode de vie sur la santé, et notamment ces facteurs de risque que sont l'hypertension artérielle, le diabète, sur le futur, en fait. Comment ces maladies-là vont évoluer. Et ce n'est qu'au moment où on annonce ce type de diagnostic que certaines personnes vont réfléchir et se dire, bah oui, en fait, quelque part, c'est moi qui l'ai construit. Et c'est vrai que quand les personnes arrivent à cette conclusion-là, c'est parfois assez douloureux. Et le fait de s'en rendre compte est parfois assez difficile et rend encore plus, par exemple, la prise de traitement difficile, parce qu'on a du mal à expliquer ou à s'expliquer pourquoi on en est arrivé là, en fait.
Alors, il y a un troisième paradoxe, évidemment, qu'on a tous vécu, qu'il faut mentionner, hein, c'est que les Français ont été réfractaires, hein, à la vaccination. On s'en souvient un peu maintenant parce que beaucoup de gens, la très, très, très grande majorité des Français sont vaccinés, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Je vais vous le remontrer. On va remonter à janvier 2021, vous vous rappelez, quelques semaines auparavant, la campagne de vaccination a commencé. Rappelez-vous comment elle a commencé, c'était compliqué, ils étaient d'abord dans les EHPAD, la fameuse Morissette, etc. Première mesure, on demande aux Français, envisagez-vous de vous faire vacciner contre le Covid? À ce moment-là, très peu le sont, 1%, au moment où on interroge les Français, à la fin du mois de janvier. Vous voyez, la population est divisée. Une partie dit oui, l'autre partie dit non. Donc voilà, 49% de réfractaires. Vous imaginez? Même mesure 6 mois après. Nous sommes à l'été 2021 et là, alors je rappelle que notre échantillon, c'est les 15-74 ans, donc il peut y avoir des petits décalages avec les mesures qui sont rendues publiques, mais 66%, ça vous donne une idée de la rapidité avec laquelle ce mouvement, cette campagne s'est fait. La France, qui était en retard au début, a rattrapé, a même dépassé largement pas mal de ses pays voisins. Et vous voyez, alors il y a toujours un socle de réfractaires, mais il a fondu, et depuis d'ailleurs, depuis juillet, puisque depuis, il y a encore des vaccins. Alors c'est intéressant ce paradoxe, c'est que ça nous en dit long, hein, sur le côté très réfractaire qu'on retrouve d'ailleurs pas seulement dans le domaine de la santé en France, mais dans d'autres domaines de l'espace public. Mais ça explique aussi l'étrange campagne qu'on a vécue avec certains revirements, certaines hésitations, etc. Parce que justement, on avait à lutter contre un certain nombre de freins. Juste pour un des enseignements aussi de cette période, c'est que, et là, la sociologie est très intéressante parce qu'on voit bien que selon le milieu social où on appartient, on n'a pas la même position par rapport au vaccin. On voit bien que dans les milieux populaires, il y a une méfiance, hein, qu'on a pu voir, pensez notamment au territoire d'outre-mer, certains territoires, il y a une vraie résistance, mais plus généralement, vous voyez la différence entre les milieux populaires où à 29%, on est réfractaire, on se dit réfractaire au vaccin, et puis les milieux aisés où le chiffre est 3 fois moindre. Hein. Donc, dans ce côté critique et réfractaire, il y a une part liée au milieu social. Et puis, une autre part est liée aussi, ça c'est une chose importante, une partie de ceux qui se sont opposés au vaccin, en tout cas qui avaient des doutes, ce sont les jeunes parents. Hein. Et là, c'est un autre sujet, hein, important. On voit bien que les jeunes parents, la moitié d'entre eux ont de moins en moins confiance dans les vaccins qu'on leur propose parce que justement, c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette résistance, hein, par rapport au vaccin du point de vue de cette population. Alors, je ne dis pas que tout ça épuise le sujet du vaccin, il y a eu d'autres raisons bien évidemment, mais ça fait partie des raisons essentielles qu'on a pu identifier. Quatrième paradoxe, les jeunes, finalement, ne se sont pas révoltés contre le masque. Ça, c'est un phénomène assez marquant, finalement, hein, parce que, pensez-y, hein, qui aurait pensé, il y a 2 ans, avant la pandémie, que, à l'image de ce qui se passait dans certains pays d'Asie, on adopte le masque massivement, hein, toutes générations confondues. Je rappelle que dans certains pays, il y a eu des mouvements, des manifestations qui étaient clairement des manifestations anti-masques. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a eu au Danemark, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu dans un grand nombre de pays, mais pas en France. En France, il y a eu un mouvement anti-vax, mais il n'y a pas eu de mouvement contre le masque. Et ce qui est très intéressant, et qui peut paraître assez paradoxal, c'est que l'usage du masque n'a pas fait débat chez les jeunes Français. Regardez les chiffres, là on est sur les 15-24 ans, c'est-à-dire qu'on est sur les adolescents, les jeunes actifs ou les jeunes étudiants ou les apprentis. Ils ne sont que 5% en 2021 à dire qu'il n'est pas nécessaire de porter un masque. Tous les autres considèrent peu ou prou qu'il faut porter le masque. D'abord, il y a ceux qui disent à 28% c'est une bonne chose, mais son usage va être limité à certaines situations. 36%, c'est-à-dire beaucoup plus, qui disent c'est une bonne chose, on devrait tous en porter un dans l'espace public en période de pandémie. Et enfin, encore plus intéressant, 31%, c'est une bonne chose et on devrait en porter un masque même lorsque l'épidémie sera terminée. Avec ce chiffre-là, vous pouvez déjà anticiper que le masque va rester durablement, voire de façon permanente dans notre vie.
Alors, vous allez me demander probablement, mais alors, qu'en est-il de la population totale? Eh bien, la population totale, c'est à peu près les mêmes chiffres à un point près. Donc, vous allez me dire, mais il n'y a pas de singularité des jeunes. Eh bien, justement, ce qui est singulier, c'est que les jeunes ne soient pas singuliers. C'est-à-dire, ce qui est assez frappant et paradoxal, c'est que les jeunes ne se distinguent pas sur cela. On aurait pu penser que les jeunes soient quand même un peu plus résistants à ça, étant moins touchés par le virus, soient plus réfractaires à cette contrainte, finalement, qui est quand même pas une petite contrainte. Alors, certains diront qu'ils ne le portent pas si bien que ça, mais je pense que ce que ça dit profondément, ça dit que la jeune génération aujourd'hui est une génération prudente. Il s'agit de santé. Elle a intégré le principe de précaution qui est quand même depuis une vingtaine d'années, et j'y reviendrai en fin de présentation, préside à beaucoup de décisions de santé publique. Et donc, finalement, ce paradoxe n'en est que partiellement un, puisque finalement, ce que ça nous dit, c'est que la nouvelle génération a intégré beaucoup de principes sanitaires. Alors, on arrive maintenant au cinquième paradoxe. Le cinquième paradoxe, c'est peut-être celui qui est le plus marquant, en fait, vraiment, et puis qui en dit long sur l'évolution de notre société. On s'est aperçu que les populations les plus à risque se défient des personnes qui sont censées venir les soigner. Donc, il y a une sorte de défiance chez ceux qui en ont le plus besoin vis-à-vis de ceux qui pourraient leur apporter un certain nombre de solutions médicales. Alors d'abord, je voudrais vous montrer la situation. Je reviens à la question qu'on a vue tout à l'heure sur les pathologies. Quand on analyse, en bleu clair, vous avez les classes populaires, les milieux populaires. Et en bleu foncé, vous avez la population totale. Ce que vous observez très clairement, c'est que quasiment systématiquement, vous avez un écart de plusieurs points entre les classes populaires et la population totale. C'est-à-dire que concrètement, quand on prend les douleurs musculaires, articulaires, les classes populaires en souffrent nettement plus que la population totale. Idem pour le stress, idem pour la fatigue, idem pour l'insomnie, idem pour le surpoids, et idem pour l'obésité dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire que concrètement, dans les milieux populaires, et ça se comprend, il y a moins d'accès à la santé parfois, il y a moins de moyens, il y a moins de mutuelles, etc. Eh bien, on souffre davantage de plein de maux. Donc, on est face à des populations dont l'enjeu numéro un, qui est un enjeu de santé publique, c'est comment on fait pour leur venir en aide. Eh bien, ce qui est compliqué, ce que nous a appris cette pandémie, cette crise, c'est qu'il y a toute une série de blocages, de freins dans les milieux populaires, des freins par rapport aux médicaments. On a une majorité de gens dans les classes populaires. Vous voyez l'écart avec le reste des classes sociales, qui est d'autant plus fort qu'on s'élève dans l'échelle des revenus. On a peur de prendre des médicaments à cause des effets secondaires. Revenons à la question de tout à l'heure sur la confiance dans les vaccins. On a vu que les jeunes parents n'étaient pas très confiants, mais dans les milieux populaires, c'est aussi le cas, 48%. À comparer aux très aisés, 5 fois plus quasiment. On est 5 fois plus méfiant dans les milieux populaires que dans les milieux aisés par rapport au vaccin. Donc, tout ce qui peut permettre éventuellement de venir en aide, de soigner les maux dont on vient de voir qui sont particulièrement significativement surreprésentés, eh bien, c'est plutôt difficile. Et puis, les laboratoires. On a moins confiance dans les laboratoires au sein des milieux populaires. Il y a là encore une vraie différence entre les milieux populaires et les milieux les plus aisés. Donc là, il y a vraiment un paradoxe. Alors, il y a bien sûr un sujet de santé publique qu'il est urgent d'adresser, mais ça pose plus généralement, je pense, la question de la diffusion du progrès scientifique aujourd'hui dans notre société. Puisque finalement, derrière tout ça, ce qui se lit et d'autres indicateurs qu'on mesure dans notre enquête le montrent, il y a quand même une méfiance par rapport à la science et à l'autorité scientifique. Là, c'est l'autorité médicale qui est mise en cause. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui, sinon rejette, en tout cas, a de sérieux doutes, et donc ça rend d'autant plus difficile de venir en aide. Et n'oublions pas que nous vivons à l'ère des réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux se développent des autorités alternatives et qui embrouillent d'une certaine manière, qui contribuent à la confusion générale et qui probablement renforcent dans cette partie de la population cette méfiance. Et donc, ça veut dire qu'une des questions majeures pour le futur, c'est la question du progrès scientifique. À notre niveau, sur nos études à Plusa, Rémi, on constate 2 points qui corroborent vos propos, à savoir d'une part que
quand les laboratoires pharmaceutiques, les institutions publiques mettent en place des outils, des services comme des applis pour faciliter l'observance, eh bien, les personnes qui en auraient le plus besoin, comme les classes populaires dont on a parlé, seront celles également qui seront les plus réticentes à les utiliser. De la même façon, quand on dit que les classes les plus aisées vont faire davantage confiance aux laboratoires, à la science en général, ce sont également des points que nous observons dans nos études. Il se trouve que ce sont également ces personnes qui ont accès au plus grand nombre de sources d'informations. Ce sont ces personnes-là qui lisent davantage la presse, qui écoutent davantage la radio, qui sont davantage connectées aux actualités. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, probablement qui sont plus au courant de la documentation scientifique, des progrès, et qui ont été plus baignés, en tout cas, dans une culture médicale pour effectivement regagner en confiance ou gagner en confiance, ce qui n'est pas le cas des classes populaires. Alors, il y a un sixième paradoxe dans notre société, qui est là, j'ai envie de dire que c'est de la prospective, c'est-à-dire qu'il y a une grosse tendance dans nos sociétés qui est la prévention, qui ne cesse d'augmenter, mais dans le même temps, on s'aperçoit que les maladies dites de civilisation continuent de progresser et vont progresser dans les années qui viennent. Alors, d'abord, c'est vrai que les Français sont de plus en plus, c'est une chose que nous mesurons depuis plusieurs années maintenant, sont de plus en plus soucieux de leur hygiène de vie. La notion de capital santé, c'est désormais quelque chose qui est intégré dans la tête de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens font des efforts pour améliorer, ou en tout cas pour se maintenir en bonne santé, que ce soit à travers l'alimentation, l'exercice physique, etc. Je voudrais juste vous partager avec vous quelques données à ce sujet. Sur 10 ans, les gens qui disent régulièrement veiller à avoir une alimentation saine et équilibrée, vous voyez, sont passés de 51 à 66%, 15 points. C'est quand même pas négligeable. Et de fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'alimentation, c'est un sanctuaire au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être le domaine dans lequel les gens sont les plus, en France en particulier, sont conscients que c'est là que se joue une partie de notre avenir sanitaire. Donc, les gens qui font attention aux conséquences que pourraient avoir sur leur santé les produits alimentaires qu'ils achètent sont de plus en plus nombreux. Deuxième élément, on est aussi face à des Français qui font de plus en plus d'exercice physique et de fitness. Sur 10 ans, la proportion est passée de 21 à 37%. Alors là, évidemment, on n'est pas sur des chiffres majoritaires. Il y a encore beaucoup de gens qui font soit pas de sport, soit peu de sport. Mais on voit bien que la tendance est particulièrement élevée. D'ailleurs, pendant la pandémie, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient pris la résolution. Mais on voit bien aussi qu'il y a une forme de dualité parce qu'il y a une partie des gens qui ne le sont pas. Et puis, il y a aussi dans notre société de plus en plus de gens qui vont chez le médecin pour prévenir les risques, qui ne vont pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils ont pris cette routine d'aller voir régulièrement un dermatologue, un homéopathe, un nutritionniste, un médecin, etc. Vous voyez que la courbe sur 10 ans est passée de 17 à 28%. Donc, tout ça mis ensemble, ça effectivement conforte et confirme que nous allons vers une société où la santé est de plus en plus dominante. Simplement, et c'est là où c'est intéressant, on s'aperçoit, et là c'est plutôt les données de l'Organisation mondiale de la santé qui nous le disent, c'est que dans les 10 prochaines années, il y a toute une série de maladies qui vont continuer à progresser, et ce sont les maladies dites de civilisation, c'est-à-dire celles qui sont produites par notre civilisation, c'est-à-dire notre mode de vie, nos habitudes, le fait qu'on ne bouge pas assez, qu'on ne fasse pas assez d'exercice, qu'on ne mange pas très bien, etc. Le paradoxe, c'est que je viens de vous montrer que les dynamiques étaient fortes. Or, on pense que, les prospectives qui sont faites montrent que l'obésité va se poursuivre. L'an dernier a été publiée une nouvelle statistique sur l'obésité en France. On s'est aperçu que depuis une dizaine d'années, elle continuait à progresser. Or, ça fait une dizaine d'années que le sujet est pris à bras-le-corps, que des campagnes de sensibilisation sont promues, donc avec un succès mitigé, j'ai envie de dire. Les maladies liées au tabac, à l'alcool, à la pollution, qui devient un vrai sujet, le stress, tout ça va progresser. Et donc, il y a ce paradoxe d'une population de plus en plus attentive à sa santé, pas seulement
en intention mais en acte, et puis cela. En fait, ce paradoxe, si c'est clair, si évidemment on revient à la problématique de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une société fragmentée et duale, et fragmentée entre d'un côté des populations qui sont, elles, de plus en plus attentives à leur santé, donc font de plus en plus d'efforts et donc se préservent de plus en plus de ces problèmes-là. Et on voit bien que c'est en partie lié au milieu social. Et puis des populations qui, au contraire, vont être de plus en plus exposées à ces maladies parce qu'elles, non seulement elles ne font pas, peu ou pas assez les gestes de prévention et les routines médicales qui vont avec, mais en plus, on l'a vu, parce qu'elles se méfient de tout ça. Et donc, ça nous amène à ce paradoxe, finalement, que plus on rentre dans des sociétés où la santé est de plus en plus investie, plus aussi on a, dans une certaine partie de la société, des maux qui progressent. Alors, de notre côté, je pense qu'on ne va pas rajouter grand-chose, Rémi, parce que vous avez déjà très bien décrit toute la situation. Nous, on est toujours surpris, je vais revenir sur la notion de facteur de risque et de prévention. C'est vrai qu'on est toujours surpris quand notamment les laboratoires développent des campagnes pour amener les gens, ou l'assurance maladie, à amener les gens plutôt chez le médecin pour être plutôt dans cette démarche d'éducation et de prévention. La notion de facteur de risque est quand même très méconnue de la population et on ne pense pas, par exemple, on est toujours surpris quand on interroge des patients qui souffrent de diabète, ces patients n'ont pas conscience, par exemple, de l'impact sur le rein, de l'impact sur les yeux. On a l'impression qu'on sait, mais au final, cette notion de facteur de risque et de conséquences à long terme, elle est quand même très peu entendue ou appréhendée voilà, par la population française. Et c'est quelque chose qui nous a toujours surpris parce que nous, on baigne dedans, on baigne dans la santé, on baigne dans... Donc, on a l'impression que le message est compris. Donc, comme l'a dit Rémi, c'est clair sur certaines populations qui ont bien intégré ces démarches de prévention, mais c'est loin d'être le cas pour tous. Et c'est loin d'être aussi évident que ça, que ces facteurs de risque ont des conséquences graves à long terme et qu'on continue de progresser sur ces maladies de civilisation. Voilà, et donc on en arrive au 7e paradoxe, qui en dit long aussi, hein, comme tous ces paradoxes. Finalement, vous voyez que tous ces paradoxes nous éclairent un peu au-delà de la santé sur la société dans laquelle nous sommes. Eh bien, c'est vrai que la santé, pour beaucoup de gens, c'est censé être un sujet de vieux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plutôt à partir d'un certain âge qu'on commence à parler de problèmes de santé. Pourquoi ? Parce que ça commence à nous affecter, on a mal au dos, on a ceci, on a cela. Et puis plus on avance en âge, évidemment, plus ces sujets prennent une place importante dans la vie quotidienne et ça devient un sujet de conversation. Or, le grand paradoxe, en fait, de nos sociétés actuellement, c'est que finalement, quand vous regardez concrètement les choses, vous vous apercevez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'emparent de ce sujet et que même parfois, les jeunes parlent plus de ces sujets-là, se sentent plus concernés de ces sujets-là que des populations plus âgées. Alors, je vais vous montrer ça en chiffres parce que c'est là où ça devient intéressant. Là, on voit la question qu'on a posée, c'est est-ce que vous parlez souvent de sujets de santé avec votre entourage? Alors, vous avez les hommes et les femmes. Déjà, quand vous regardez la courbe hommes-femmes, vous voyez qu'évidemment, les femmes, ça, c'est pas surprenant, parlent plus souvent de sujets de santé avec leur entourage que les hommes. Mais on va regarder d'abord les hommes. Quand on va regarder les hommes, vous apercevez que finalement, ceux qui parlent le plus de santé avec leur entourage, c'est les 15-24 ans. Vous voyez que ça baisse ensuite beaucoup, puis après ça remonte un peu, mais c'est vraiment frappant. Hein. Donc là, on a une première surprise. Les jeunes hommes sont d'aujourd'hui parlent beaucoup de sujets de santé avec leur entourage. Le deuxième, alors maintenant, regardons les femmes. Quand on regarde les femmes, eh bien, on a aussi la même tendance, sauf qu'elle est, manifestement, ça a commencé une génération avant, c'est-à-dire que les 15-24, les 25-34, les 35-44, les chiffres sont très élevés. On parle beaucoup de santé. Et après, ça baisse à partir de 45 ans. On parle beaucoup moins de ces sujets-là. Donc ça, c'est un indicateur du fait que la santé est devenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pilier de notre société et donc évidemment un sujet de conversation. Je noterai d'ailleurs au passage, c'est assez drôle de le mentionner, qu'un jeune homme de 15-24 ans, il parle autant de santé qu'une femme de plus de 45 ans. Donc voilà, c'est la surprise de la statistique, mais
l'enseignement majeur, c'est qu'au fond, il y a quand même dans la jeune génération, et notamment la jeune génération de femmes, ce sujet est assez important. Et puis, quand on regarde aussi les conseils, est-ce qu'on aime donner des conseils en matière de santé? Là encore, on a toujours le même différentiel entre les hommes et les femmes, même si ça s'atténue avec l'âge. Et vous avez un pic chez les 25-34 ans, notamment chez les femmes de 25-34 ans, où là, il y a vraiment, alors c'est en partie les jeunes mamans, et on est à un moment où on s'intéresse beaucoup à ces sujets-là. Vous voyez que c'est en tout cas nettement plus que le reste des générations. Idem pour les hommes, hein, à 15-24 ans, on aime donner déjà des conseils en matière de santé. Alors, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, ces résultats, parce qu'on se dit, mais c'est bizarre. Est-ce que ça veut dire que quand plus on avance en âge, moins on a envie de parler de ça, parce que c'est pas quelque chose, bon, ça peut faire partie de l'explication, mais en fait, probablement, l'explication, elle vient ce qu'on avait déjà, lors du premier webinaire, abordé, cette tendance chez cette génération à être beaucoup plus consciente, beaucoup plus exposée au sujet de la santé que les générations précédentes. Et donc, nous appelons cette génération la génération PNNS. Je rappelle le plan national nutrition santé lancé en 2001. Donc, par exemple, dans la tranche qu'on vient de voir, 15-24 ans, pour certains, ils n'ont connu que ça, c'est-à-dire le programme national nutrition santé, c'est tous ces messages qui visent à améliorer la santé, la nutrition dans la population. Et donc, il est probable qu'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé parmi les jeunes, c'est parce que, justement, c'est un sujet qui occupe de plus en plus de place dans l'espace public. Et donc, on est là face à un phénomène de génération. J'ajouterais évidemment que cette génération est particulièrement active ou sensible aux réseaux sociaux et que, évidemment, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus simple d'entretenir une conversation avec une communauté, par exemple sur la santé, que justement ces outils que sont les réseaux sociaux le permettent extrêmement facilement. Donc, à l'arrivée, ça donne une génération vigilante, ça donne une génération consciente de l'importance de ce qu'est la santé, au même titre que les plus âgés, et c'est ça qui est intéressant. Et ça nous permet d'expliquer rétrospectivement le paradoxe dont on a parlé tout à l'heure sur le masque. Finalement, pourquoi les jeunes ont adopté le masque finalement sans broncher, c'est qu'ils y étaient préparés depuis leur plus jeune âge. Voilà. Vous voyez que cet exercice que nous avons fait à travers tous ces paradoxes, ils ont une vertu, c'est qu'ils nous éclairent à la fois sur le rapport des Français et de leur santé, mais ils nous éclairent aussi sur l'évolution de notre société, une évolution qui fait que dans les années à venir, évidemment, la santé va avoir beaucoup d'importance, bien sûr parce qu'il y a le vieillissement de la population, bien sûr parce qu'il y a, comme le dit l'OMS, la croissance des maladies de civilisation, et puis bien sûr parce que cette génération-là qui sera de plus en plus attentive dans les années qui viennent à ce sujet-là, mettra régulièrement ce sujet sur la table. Alors, à l'issue de ce tour d'horizon ces 7 paradoxes, on peut en tirer 2 constats. 2 constats qui sont importants parce qu'ils vont nous permettre aussi d'anticiper les prochaines années et de faire un petit peu de prospective. Premier constat, c'est celui du décalage. Décalage, on l'a vu, entre une population qui, d'une part, est de plus en plus soucieuse de sa santé. On l'a vu, hein, la santé, elle concerne de plus en plus de Français. C'est à la fois un phénomène générationnel, une tendance de fond, puisque les Français surveillent de plus en plus leur hygiène de vie, on l'a vu. Et puis, ce que Rémi vient d'évoquer autour des sujets de discussion des jeunes autour de la santé nous dit une chose très importante, hein, c'est que cette nouvelle génération, elle intègre la santé un petit peu dans tous les domaines de sa vie quotidienne d'une manière totalement renouvelée. Pensez à ce best-seller qui est sorti en 2014, Le charme discret de l'intestin, hein, qui a été écrit par cette jeune médecin allemande qui avait totalement cassé les codes du discours autour de la santé, en y apportant de l'humour, en y apportant les codes de la BD et en souhaitant clairement toucher un public beaucoup plus jeune. Donc, ce qu'on voit émerger aussi avec tout ça,
c'est une forme de pop culture autour de la santé avec de nouveaux codes de communication, de nouveaux codes autour de la sensibilisation dont un petit peu tout le monde, cette jeune génération, a envie de s'emparer. Vient au-delà de ça la pandémie qui renforce clairement cette préoccupation, on le voit dans les chiffres de l'Observatoire. Donc d'un côté, vraiment cette santé, ces sujets santé qui diffusent tous les domaines de la vie, et puis d'un côté, comme on l'a vu, certains risques qui sont tout à fait sous-estimés ou méconnus. On l'a vu avec l'obésité, Rosemary et Rémi l'ont largement commenté, avec une mauvaise conscience de certaines choses, parfois peut-être un phénomène de déni aussi, on l'a vu, mais tout ça clairement pose pour demain la question de la prévention, paradoxalement pour une population qui est de plus en plus consciente qu'il faut qu'elle prenne en main sa santé. Donc, premier constat, celui du décalage. Deuxième constat, qui est celui de la polarisation. Rémi l'a évoqué également. On a toute une partie de la population qui a été visibilisée durant cette crise sanitaire, qui se méfie du système de santé, qui est à la fois la population aussi la plus fragile, la plus vulnérable. Donc, on a d'une part cette population-là, et ça pose ce risque d'une polarisation entre une population qui est hyper sensible aux questions de santé, qui a du temps, qui a de l'envie de s'intéresser à la santé, qui a de l'argent, de l'énergie pour traiter ces sujets de santé. Ça concerne les plus aisés, mais ça concerne aussi la plus jeune génération. Donc, d'une part, cette population qui est extrêmement demandeuse, et puis d'autre part, cette population très méfiante et qui est susceptible de s'opposer au système de santé. Et là encore, ce constat de la polarisation, il pose un enjeu pour les prochaines années, qui est celui de comment est-ce qu'on s'adresse finalement à ces différentes populations, quel discours on a, puisque clairement, on voit bien qu'un discours homogène n'est plus véritablement possible. Donc, comment est-ce qu'on revoit les discours de sensibilisation, la manière dont on parle à ces personnes-là? Là aussi, ça va être un enjeu de plus en plus important pour les experts et les professionnels de santé au cours des prochaines années. Merci Lise. Je pense qu'on a donc partagé avec vous un peu toutes ces observations qui sont pour certaines très, très éclairantes sur la période, d'autres sont un peu perturbantes. Voilà, je pense que le moment est venu. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ça, on est à votre disposition. Si je peux me permettre, on a une question au moment du paradoxe sur la défiance, donc de Madame Rouquayrol, qui nous dit « Cette défiance par rapport à la science n'est-elle pas à rapprocher surtout effectivement des médias traditionnels qui ne sont plus des relais efficaces ?» Nous, à notre niveau, en fait, ce qu'on voit, c'est que les médias traditionnels sont toujours consultés et les médias dits online se rajoutent plutôt chez les populations dites aisées à ces médias traditionnels. Ensuite, je ne sais pas si vous faites référence au contenu de l'information des médias traditionnels, mais en tout cas, pour les populations aisées qui ont plus confiance, dont on a parlé, c'est un mix en fait du online et du offline qui est consulté. En tout cas, je suis d'accord tout à fait avec il y a derrière une question de médias, à l'évidence, dans la crise de confiance par rapport à la fois aux autorités scientifiques, aux autorités tout court en réalité. Et c'est vrai qu'une partie de la population Alors, il faut bien voir que dans notre société, il y a d'abord une partie de la population qui ne s'informe pas, ou qui s'informe peu. Et puis, il y a une autre partie de la population qui s'informe via les réseaux sociaux, où là, évidemment, on est face à une information beaucoup plus horizontale qui est souvent menée par des communautés. Et les médias traditionnels, en effet, sont de plus en plus remis en cause. Il y a encore une partie de la population qui les suit, mais c'est vrai que nous, on voit bien. Alors, il y a aussi un changement de génération, c'est-à-dire que la jeune génération ne s'informe plus de la même manière. Elle bascule complètement de plus en plus sur les réseaux sociaux, là où une population vieillissante qui est encore attachée aux médias traditionnels. En tout cas, dans la crise de confiance que ces chiffres qu'on a montrés
souligne, il y a aussi une crise derrière, une crise des médias. Hein. C'est un autre sujet qu'on aborde dans l'Observatoire. On a cette année d'ailleurs beaucoup travaillé là-dessus parce que le risque à terme, c'est que se développent dans nos sociétés des systèmes d'information qui n'ont plus rien à voir et qui peuvent, à l'image de ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, eh bien, sur le même sujet, il y a des visions radicalement différentes qui s'établissent, ce qui est normal dans une démocratie, mais ce qui est moins normal, c'est qu'il n'y ait pas de socle qui les relie et qui permette le dialogue. Et clairement, on voit que les populations qui sont les plus défiantes vis-à-vis du discours autour de la santé, vis-à-vis des experts santé, des vaccins, des professionnels, des laboratoires, sont aussi des populations qui se montrent extrêmement défiantes vis-à-vis des médias, des grands médias et des médias traditionnels. Donc, cette posture de défiance, c'est une posture aussi globale de la part de ces populations spécifiques. Ok, avant de boucler, est-ce que vous avez des nouvelles questions? Donc, en conclusion, Rémi? Oui, alors, juste pour information, nous avons développé avec A+1 un module spécifique donc, qui s'appelle Santé 2022. Donc, nous avons concrètement élaboré toute une série d'indicateurs. Alors, aujourd'hui, on en a partagé quelques-uns avec vous, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Et nous avons intégré ces questions pour produire un module particulier donc, auquel vous pouvez avoir accès si ça vous intéresse. C'est un rapport complet où on regarde de façon très approfondie le rapport des Français à leur santé. Alors, pour vous donner une idée du contenu, il y a évidemment des choses sur le rapport à la santé, sur certaines des tendances, mais il y en a beaucoup plus que je vous ai montré en historique, hein, qui montrent le fait que la santé se déploie dans la société. Un bilan de santé des Français, parce que c'est important. On a aussi la grille de lecture sociologique. Vous avez vu que, clairement, la CSP, le milieu social sont importants pour avoir une lecture de ce qui se passe en matière de santé. On a aussi une partie consacrée au système de santé. C'est vrai qu'en France, jusqu'à la pandémie, certains proclamaient que le système de santé était le meilleur au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu révisé ces jugements et surtout, on a des attentes qui se sont développées. Il y a aussi tout un pan consacré à la médecine traditionnelle et aux alternatives. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une grosse tendance aussi. C'est intéressant, je le dis en passant, la jeune génération aujourd'hui se caractérise par à la fois, comme on l'a montré, une très forte expertise santé, une recherche d'informations sur la santé, et en même temps une très forte ouverture aux médecines alternatives, aux médecines naturelles, à d'autres. Donc, c'est à la fois, pour résumer, la génération Greta Thunberg et la génération réseaux sociaux. Et donc, c'est un mix et digital. Donc, un mix entre les deux, c'est très intéressant. Voilà. Et puis, bien sûr, on regarde beaucoup les tendances de demain, la santé connectée, la santé au travail, hein, c'est un vrai sujet que la pandémie a placé au cœur de l'actualité. Et puis, bien sûr, je l'ai rappelé, on est dans des sociétés qui vieillissent, et donc il y a aussi pas mal de questions autour de cette thématique-là. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est un travail qui, pour tous ceux qui s'intéressent à la santé, qui peut apporter pas mal de réponses sur, finalement, comment évolue la relation à la santé aujourd'hui. Voilà, donc nous en avons fini. Merci. Vous êtes tous restés malgré nos 5 minutes de décalage. Et pour toute question sur ce webinaire, sur le rapport, voilà nos 4 contacts. Vous recevrez effectivement le fichier qu'on vous a présenté et puis la vidéo également pour soit la regarder de votre côté, soit la transmettre à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci en tout cas. On avait dans l'Assemblée à la fois évidemment des entreprises de santé, mais aussi de grande consommation, d'alimentaire, des assurances. Donc, nous espérons que vous avez tous bénéficié d'un enseignement qui va vous servir pour vos clients. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. bonne journée. Journée.